Bonjour à tous, je suis votre frère Bertin Bahaya, né de père et de mère congolais et je suis originaire d'Idjwi, l'île la plus grande d'Afrique après Madagascar. Et l'île Idjwi située entre les deux villes Goma et Bukavu, c'est en plein milieu du lac Kivu. Allez visiter l'île, vous ne serez pas déçus. Vous en partirez avec des souvenirs à ne plus arrêter. Aujourd'hui, nous allons parler des Wazalendo. Un Muzalendo, donc un patriote, les Wazalendo, donc les patriotes, qui sont-ils? Les Wazalendo, chez nous en RDC, ont leurs homologues en Vietnam, qu'on a appelé les Viet Cong. Ils ont aussi leurs homologues en Afghanistan, qu'on a appelé les talibans. Ils ont leurs homologues en France, qu'on a appelé la résistance. Et tant d'autres ailleurs. Avant cela, je vais juste glisser quelque chose. Une personne que j'aime beaucoup et qui m'est très proche, familialement, voulais-je dire, a dit ceci aujourd'hui, a dit, il paraît pas si oeza na Congo eleki. Soki nazosola na bato, ti nakomi na koyina na Tshisekedi. Nayokeli ye abandi ti nasuka nga na ese nabi, c'est ton choix de ne pas l'aimer. C'est ton choix de ne pas le soutenir. Moi, j'ai des principes et c'est sur base de mes principes que je le soutiens. Rien d'autre. Je n'ai jamais exigé de quelqu'un qui me soit proche de suivre mes choix. Je n'ai jamais exigé de personne de mes proches d'aimer les personnes que j'aime ou de détester les personnes que je déteste. J'ai un pays qui m'a vu naître, c'est la République démocratique du Congo. Je le soutiens et je le protège avec tout ce que j'ai. Cela ne change pas, cela ne changera pas, cela ne changera jamais. Et toute Congolaise qui viendra avec l'esprit de protéger la RDC aura mon soutien et ma collaboration. Voilà. On ne peut pas tout réussir dans la vie. Et on écope toujours des échecs par-ci, par-là, et on réussit d'autres. En fait, je vais juste glisser un mot avant de revenir auprès de Wazalendo sur notre pays sous le président Félix Antoine Tshisekedi. Ce président n'avait jamais géré ce pays-là à quelque niveau que ce soit, même pas au niveau des rues. C'est qu'il n'a jamais trempé dans la corruption qui a rongé notre pays. Il n'a jamais trempé dans le détournement. Ce n'est pas un criminel, c'est une personne saine. Je peux même dire immaculée dans le contexte de chez nous. Voici. Après 18 ans de gestion de ce pays par ce cartel de criminels de grand chemin qui étaient les kabylistes, notre pays n'existe pas. Seulement que, comme c'était une conspiration internationale, et je suis fier de dire que c'était une
conspiration, et les gens peuvent me dire que je suis un auteur de la conspiration. Oui, je suis alors un conspirationniste et ma télévision devrait plutôt changer de nom et devenir Conspiratorium. Ne vous étonnez pas si vous voyez prochainement j'écris TV Conspiration ou seulement j'écris Conspiratorium, ça voulait dire toujours cette chaîne. Alors ça pourrait changer. Alors, bienvenue au Conspiratorium et vous les conspirez, soyez les bienvenus. Notre pays a été et continue à l'être victime d'une conspiration internationale. Quand Kabila était président, ce pays-là était déjà parti d'entre les mains du Rwanda et d'autres pays voisins. Et les dirigeants des pays africains recevaient leur quote-part des fruits du crime commis en RDC. Ils recevaient leur quote-part du vol des matières premières de la RDC. Et il y avait une poignée de gens qui étaient au pouvoir qui se taillaient la part du lion. N'oubliez pas que sous Muzito, quand Muzito était Premier ministre, il se pourrait vérifier cela, aidez-moi à vérifier, le budget de la RDC était de 400 millions de dollars. Hakuna blague. Mi sicheki hata na kucheka. Wakati Muzito alikuwa president, budget ya RDC ilikuwa ya 400 millions de dollars. Après lui, il y a eu l'évolution sous Matata Pogno. C'était 4 milliards, 3 milliards quelques. Donc, on arrondissait à 4 milliards parce que c'était comme 3 milliards à 800 millions. Au premier mandat de Tshisekedi, nous étions déjà à 16 millions. Tshisekedi est parti de 3 milliards 800 millions qu'il avait trouvé comme budget national de la RDC à 16 milliards. 16 milliards. À moins de 5 ans. Moins de 5 ans parce qu'il n'avait pas travaillé les 2 premières années. Car il avait passé une année à... Le pays était paralysé par le Covid. Rappelez-vous, le pays était paralysé par le Covid. Et quand le Covid était là, tout était fermé, comme ça l'était dans les pays occidentaux. Mais il n'est pas vraiment si doué pour les gens de vouloir dire est-ce que au Canada se te connaîtra que Covid était pour nini Canada et ça le RDC Tshisekedi nda yebi ko konzamboka te. Vraiment? Le Canada était un pays qui était géré et fonctionnait normalement pendant plus de 400 ans. Quand le Covid est arrivé, tout était arrêté, mais on continuait à payer les gens avec les sous qui étaient dans les caisses de l'État. Mais ces sous sont comme une dette sur chaque citoyen canadien. Parce que on a pris, si c'était par exemple qu'on a pris 300 milliards qu'on a partagé aux Canadiens, chaque Canadien, incluant nos enfants, leurs enfants, ils pourront payer cette dette-là. Ils la paieront. Alors, c'est un faux équilibre financier, c'est une fausse politique. On a juste mis de la poudre aux yeux des citoyens et nous allons continuer à payer cette dette. C'est nous qui la payons. Un pays comme la RDC n'avait jamais de budget comme ça. Il n'y en avait pas. C'est qu'un pays comme la RDC qui s'arrête pendant 1 an
On n'importe pas, on n'exporte pas, on n'a jamais exporté d'ailleurs, on n'importe pas. C'était une crise incroyable. Et nous, on ne pouvait pas s'en sortir comme ça, indemne. Et d'ailleurs, quand le programme, en fait, quand le rapport des pays qui s'en sont bien sortis après le Covid a été rendu public, la RDC s'est vite retrouvée dans les top 5 des pays qui s'étaient bien sortis du mal après le Covid. Une année perdue comme ça, la deuxième année commence, ça c'est toujours le... Ah non, 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 revenons un peu en arrière. C'était d'abord le tiraillement au début avec sa coalition FCC de Kabila, qui ne voulait pas laisser Tshisekedi travailler normalement. Tshisekedi, lui, croyait que ce sera la continuité de la gouvernance et que tout va continuer comme c'était avant et le pays va continuer à rouler, mais les autres l'ont bloqué. Et comment ils ont réussi à le bloquer? C'était facile. Il n'y avait plus une seule compagnie qui existait du temps de Mobutu qui était là. Il n'y en a pas. Pas une seule société commerciale ou financière qui était encore là. Par contre, ces gens-là avaient eu le génie de faire des compagnies et des sociétés parallèles à ce qui existait quand ils avaient pris le pouvoir des mains de Mobutu. Et ces compagnies-là, ils les ont pris pour eux-mêmes ou leurs familles ou leurs amis. C'est ainsi que les services financiers et tout l'appareil économique de la RDC est entre les mains des étrangers et parfois nous croyons que ce sont des étrangers parce que l'étranger est utilisé comme tête d'affiche, mais en arrière c'est Kabila et sa famille. C'est ainsi que Kabila et sa famille sont beaucoup de loin, 10-15 fois plus riches que le pays lui-même. Ce sont des multimilliardaires. On pouvait maintenant avoir la société comme Orgaman qui fournissait du poisson et d'autres viandes fraîches à la population de Kinshasa, qui n'existait plus, mais on avait Égal qui était la compagnie de la femme du président de la République, Kabila, et sa femme c'était Olive Lembe. Et tant d'autres compagnies qui étaient déjà mortes, mais qui étaient maintenant privées. Prenons même le fils que l'ONATRA, l'Office national de transport. Du temps de Mobutu, c'était une grosse compagnie. Mobutu part, il laisse 37 bateaux. Quand Mobutu part du pouvoir, il laisse 37 bateaux. Quand Tshisekedi prend le pouvoir, il a resté un seul de ce que Mobutu avait laissé. Et le seul là qui était resté était en panne, ne fonctionnait pas, il était pourri dans le port Laval là de Libongo, comment on appelle ça, Bichingobila. C'est ça qu'il était. Le Tshisekedi prend ce pays qui est pourri, qui n'a rien. Vous savez combien étaient des réserves? Les réserves en devises pour l'État, c'était 800 millions de dollars. Et les gens du FCC se vantaient de dire que c'était 1 milliard. Oh, Tshisekedi lui a laissé 1 milliard. Vous gérez le pays pendant 18 ans, 20 ans même. Vous quittez ce pouvoir-là, vous laissez 800 millions dans la caisse de l'État et vous vantez de ça. Et la population pense que c'était normal. Parce que le pays était tellement abandonné, chacun faisait ce qu'il voulait, ça vivait, c'était pire. Aussi longtemps que vous ne touchiez pas au pouvoir, vous étiez bien. Il y avait personne qui critiquait le pouvoir. Il y a personne qui disait ce qui ne marchait pas. L'UDPS essayait un peu, mais on passait le temps à les canarder avec pom, on les tirait dessus, on les tuait, les autres on les brûlait vivants. Vous avez l'histoire devant vous. Il y a des massacres de toutes sortes, des tombes communes où on a enterré des gens vivants. Nous avons des fosses communes de Maluku, vous connaissez le Bundu du Congo, comment on a tué des gens. Vous savez comment on a orchestré une tuerie des gens au Kasaï. Vous connaissez tout ça. Ce qui s'est dit, il n'y en a pas une seule personne tuée.
parce que cette personne-là a eu une opinion contraire à celle du gouvernement, ou une personne n'a pas voulu faire ce que le gouvernement aurait voulu qu'elle fasse et puis on l'a abattu. Ça n'existe pas. Oui, maintenant, on connaît un problème économique difficile aujourd'hui, plus difficile qu'il ne l'était avant que Tshisekedi arrive. Oui, parce que toutes les crises que Tshisekedi connaît, le gouvernement précédent ne l'avait pas connues. Ils n'avaient pas connu de Covid. Ils n'avaient pas connu de guerre. Il n'y en avait pas de guerre. Il n'y en avait pas. Les troupes rwandaises traversaient, venaient tuer les Congolais avec l'autorisation des autorités congolaises qui n'étaient autres que des Rwandais. Les officiers militaires des FARDC, c'était des Rwandais. Ok, see you. Thanks for visiting. See you next time. Ok, bye bye. Alors, c'était l'ami de mon garçon qui me disait au revoir. C'est ça. Je m'excuse pour le petit inconvénient. Quand on vit en famille, ce sont des choses qui arrivent et nous vivons avec. On les aime d'ailleurs. On aime être dérangé par les gens qui nous aiment et que nous aussi on aime. Voilà. Alors je continue. Le gouvernement de Kabila n'avait jamais connu de crise. La guerre de M23 que vous croyez, RCD, M23, CNDP, tout ça, c'était des montages du Rwanda et de Kabila. Le but était de toujours leur donner de la place dans l'administration, dans l'armée, dans la police du Congo et aussi leur donner accès à tout le territoire congolais. Vous connaissez vous-même les ententes entre eux pour se partager le Congo et qu'on déclarait l'Est de la RDC une zone sinistrée. Donc, une zone sinistrée, c'est une zone qui doit être évacuée. C'est ainsi qu'on nous chassait les autochtones et on amenait les Rwandais pour occuper. Une zone sinistrée, c'est une zone qui ne peut plus être occupée. C'est qu'on chassait les gens, on devait commencer à canarder le reste des Congolais qui habitaient ce coin-là pour complètement les sortir de là, afin que les Rwandais viennent l'occuper et qu'on annexe tout en douceur. Et surtout ça, c'était le mot d'ordre, tout en douceur. Que le peuple congolais ne se rende pas compte que le pays a été investi d'étrangers et que le pays n'existe plus. La Constitution étant celle qu'elle était, qui ne favorisait que les étrangers et les puissances étrangères, consacrait complètement une annexion totale de la RDC au Rwanda. Et c'était fait. C'était fait. Les Congolais qui étaient dans le coup recevaient leur quote-part et ils étaient bien. Et c'est eux qui se plaignent aujourd'hui de la souffrance parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus accès à ce à quoi ils avaient accès avant. Ils n'ont plus ces cartes de crédit qu'ils allaient juste remplir chaque mois 45 millions, 50 000, je veux dire 50 000, les cartes de crédit, et ils pouvaient les partager à leurs enfants, à leur famille. Donc, et ils étaient bien. Aujourd'hui, ils sont en train de chialer, ils pleurnichent parce qu'ils n'ont plus ça. Ils ne sont plus à la gestion des affaires. L'argent qu'ils pouvaient recevoir directement de la caisse de l'État, ils ne l'ont plus. Alors ils utilisent leur télévision, leur radio pour pleurnicher. Mais le peuple qui était pauvre l'est encore. Et le peuple l'est encore parce que la situation que nous connaissons, la crise économique est mondiale. La crise financière est mondiale. Le monde entier a connu le Covid. Alors ça... Max? Did you get the taxi? Do you see the taxi? Yeah. Should the taxi? Yeah. It's gone? Okay. 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 Good night. Désolé pour l'interruption. Okay. Ah, les enfants. Ah, je suis désolé. Voilà. Nous travaillons à la maison. Nous défendons notre pays à la maison. Il y en a ceux qui sont dans les champs, comme les Wazalendo, ils sont dans les champs, comme les FARDC. Il y en a ceux qui sont devant les écrans, petits ou grands.
C'est ça. Nous tous, nous devons faire. Quelqu'un, quelque part, doit se battre. Et les moyens, les fronts sont énormes et diversifiés. Chacun de choisir son front et se battre pour le pays. Voici ce que nous faisons. Donc, moi, quand quelqu'un vient me dire, oh, Tshisekedi, passe Eleki, je me dis, ce sont des gens qui doivent être soit distraits, soit ne savent pas ce qui se passe complètement, ou ne veulent pas savoir ce qui se passe, ou ils sont de mauvaise foi. Parce que la guerre en Ukraine, quelle est l'incidence sur ça? La Russie exportait des produits gaziers et pétroliers presque dans le monde entier, et principalement en Europe occidentale. À cause de cette guerre, eux, l'Europe occidentale, ont refusé d'importer et d'acheter les produits russes pour punir la Russie. Or, ils recevaient ces produits pétroliers et gaziers à un prix mangondo, à un prix dérisoire pour leurs économies. Et leurs économies en souffrent aujourd'hui. Ils ne produisent plus comme ils produisaient. Ce n'est plus vraiment un rendement à capacité maximale, c'est plutôt à capacité minimale et d'autres ont fermé. Les pays qui importaient de ces pays occidentaux, comme les Africains et les autres, reçoivent maintenant peu de ce qu'ils importaient et surtout à un prix 2-3 fois plus élevé. Par conséquent, le petit peuple de ce pays-là est obligé de sortir beaucoup plus d'argent qu'il n'a pas à cause de la crise économique et financière internationale. Et quand il a peu de moyens, ça ne suffit plus. Car même la quantité que les familles pouvaient acheter n'est plus disponible. Et quand elle est disponible, elle est minime. D'où ça touche les citoyens ordinaires. Mais les gens ne savent pas cela. Et peut-être que les gens ne sont pas aussi censés le savoir. Les dirigeants doivent trouver une solution. Mais la solution n'est jamais magique. Si c'était magique, le président allait juste se réveiller le matin et dire « Abracadabra !» Et il y a la nourriture qui inonde les marchés. « Abracadabra !» Djum karavajum, djum. Et il y a le sucre, il y a les huiles, il y a les farines, il y a tout ce dont le peuple a besoin. Ça ne se passe pas comme ça. C'est qu'il faut que les choses se remettent en place et que l'économie fonctionne normalement. Sous Kabila, vu que ces gens-là s'étaient complètement emparés de l'appareil économique et financier du pays, ils ont serré les robinets pour punir Tshisekedi, afin que le peuple puisse souffrir encore beaucoup plus et dans l'espoir que quand le peuple va souffrir beaucoup plus, le peuple va rejeter ce dirigeant et on verra encore les anciens revenir à la gestion de la chose publique. Mais le peuple, jusque-là, a compris la situation et le peuple tient bon. Nous savons que c'est difficile, et pour les dirigeants, et pour le peuple. Mais le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais sait ce qui se passe et donne une deuxième chance à ses gouvernants. Ils ont imposé une guerre ouverte, maintenant une vraie, à la RDC, sous Tshisekedi. Une vraie guerre maintenant. Avant, ce n'était pas une guerre, c'était du faux. Ils faisaient des opérations militaires pour venir tuer des Congolais ou tuer des Rwandais qui étaient en exil au Congo. C'était tout. Ou venir prendre des mines. C'était tout. C'était pas une guerre. Qu'on vous mente pas. Maintenant, la guerre est réelle. Elle est chaude. Elle est une guerre avec tir pour tuer. Mais ceux qui sont derrière les forces d'envahissement, les forces d'invasion, voulais-je dire, ce sont ces mêmes Occidentaux-là. Parce qu'ils sont venus voir Tshisekedi. Pour que Tshisekedi cède tout ce que Kabila avait donné au Rwanda avant,
et qu'il essaie de maintenant officiellement et d'une manière ostentatoire, ouverte. Tshisekedi a dit niet, il a dit non. Et même ce que Kabila leur avait donné, vous n'aurez plus ça. Ils ont dit, voyons donc, ça, ozokosa. Okopesa nyonso na Rwanda. Tshisekedi a dit, Rwanda a kozwa eloko te. Ils ont commencé à faire des pressions de toutes sortes diplomatiques, ça n'a pas fonctionné. Ils se sont dit, tous, on s'en va au Rwanda. L'Union européenne est allée au Rwanda ouvertement, vous avez vu. Est allée au Rwanda. Et elle était toujours là avant. Mais ce n'était pas de manière officielle. Mais maintenant, ils l'ont fait officiellement. Quand ils le font officiellement, donc, ils donnent tous les moyens aux forces d'invasion de manière officielle. Mais nous n'avons que le peu que nous avons pour combattre. Ils étaient sûrs de leur coup, et leur coup tenait parce que l'armée congolaise était truffée des Rwandais, des Ougandais, des Kenyans, des Soudanais, tout ce monde-là qui était chez nous comme officiers supérieurs, des généraux, officiers supérieurs, subalternes, même dans les rangs, les soldats, en bas là-bas. Parce que l'armée congolaise a eu toutes les misères et continue à avoir toutes les misères du monde pour se battre. Mais Tshisekedi a commencé à former des jeunes soldats. Et ces jeunes soldats qui sont complètement patriotiques, il ne manque jamais des brebis galeuses quelque part, mais on peut dire qu'ils sont, nous pouvons dire, ils sont 100% patriotiques. Ce n'est pas exagéré. Même si on a un individu, deux, trois, qui sont quelque part en train de faire des affaires croches, cela ne change rien. Parce qu'avant, c'était la norme de donner tout au Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda doit se battre. Et le Rwanda va très mal. Ça fait 27 minutes que je suis là. Je vais arrêter cette vidéo et je reprends tout de suite pour continuer ce que nous allons dire sur les Wazalendo. Parce qu'aujourd'hui, tout va concerner les Wazalendo et surtout, c'est que le général Chirimwami, qui est le gouverneur du Nord Kivu, a dit, je vais revenir un instant, à tantôt.